Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Onapolis, le podcast créé avec les artistes pour les artistes. Je suis Dorian et je reçois ici des artistes de toutes filières pour parler développement de carrière, business, gestion de projet en indépendant ou en production. Cet épisode est consacré au monde du jeu de société, une création de l'esprit qu'on n'a pas eu l'occasion de traiter dans cette émission. Je reçois Henri Kermarrec, auteur de jeux, plusieurs fois lauréat du concours de jeux international de Bologne et président de la Société des auteurs de jeux. Il nous partage l'univers de l'édition, les processus de création et aborde également les questions de droit. Je vous laisse découvrir Henri Kermarrec. Salut Henri. Salut Dorian. Bienvenue dans l'émission. Henri Kermarrec, tu es auteur de jeux de société depuis une dizaine d'années. Tu as écrit, inventé des jeux comme Sherlock Express, le Peanut Club, Sushi Dice. Tu as été récompensé plusieurs fois au concours international de créateurs de jeux de société de Boulogne-Billancourt, notamment avec Mission Calaveras et Echo, il me semble. Corrige-moi si je me trompe. Je voudrais commencer simplement avec tous tes jeux. Donc, tu as quand même créé beaucoup de jeux. Il y en a qui ont vraiment marché, il y en a qui ont certainement moins marché. Est-ce que tu as trouvé dans tout ton parcours de création une logique sur le fait qu'un jeu marche ou pas ? Non. Voilà, il n'y en a pas. Là, s'il y avait une recette, je pense qu'elle serait connue depuis le temps. Non, c'est très difficile. Après, il y a une constante, c'est évident, c'est que les jeux plus familiaux se vendent mieux que les jeux un peu plus experts. Tu parlais d'Echo, par exemple, qui est un jeu plus pour joueurs, un jeu de stratégie, très tactique, etc. Donc lui, c'est forcément moins vendu que Sherlock Express, qui est un petit jeu familial de déduction et de rapidité à partir de 6 ans. Donc c'est évident que ou Sushi Dice par exemple, qui est aussi très très familial, très immédiat, qui s'explique en 3 phrases. Sushi Dice et Sherlock Express se sont vendus à plus de 50 000 exemplaires, alors que Echo on en a vendu à peine 5 000. Mais il m'est arrivé de faire d'autres jeux familiaux qui se sont absolument pas vendus au niveau de Sherlock Express et Sushi Dice, donc il n'y a pas de constante. Non, tu maximises tes chances quand tu fais du jeu grand public, c'est certain, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sera un succès et que les volumes seront au rendez-vous, pas du tout. Quand tu parles de jeux grand public, donc c'est des gens un public qui joue, qui a moins l'habitude de jouer, ou peut-être où il y a une mécanique peut-être plus simple. On va parler aussi des mécaniques, puisque c'est la pierre angulaire de la création de jeux. D'après toi, vaut-il mieux avoir un jeu hyper original dans la mécanique ou hyper original dans l'univers et dans la construction graphique ? Alors, tu parles de si tu veux avoir un succès commercial ou moi en tant qu'auteur, ce que je valorise ? Toi, en tant qu'auteur, ce que tu valorises ? Moi, en tant qu'auteur, je valorise l'innovation et l'originalité, c'est évident. Si on fait ce métier-là, je pense que c'est le cas pour la plupart des auteurs. On essaie de ne pas refaire ce qui s'est déjà fait, on essaie d'apporter quelque chose de différent à toutes les sorties et aux jeux de société en général. Donc on s'efforce, oui, d'apporter un peu d'originalité mécanique. Après, je pense que la plupart des gens s'en foutent un peu, à part les joueurs de jeux de société passionnés, qui eux peut-être valorisent aussi la mécanique un peu, parce qu'ils ont une culture ludique qui leur permet de mettre tout ça en perspective, et ils ont besoin de renouveler leurs expériences ludiques. Mais pour la grande majorité des gens qui ne jouent pas forcément beaucoup aux jeux de société, tout jeu de société, il est nouveau pour eux, même si les mécaniques sont pas forcément, elles, très novatrices. Donc je suis pas certain que l'originalité mécanique ait une réelle influence sur les ventes. Ça en a peut-être plus en termes de reconnaissance critique, et puis auprès des passionnés, des experts, mais c'est tout. C'est pas, voilà. Après, c'est le cas pour certains ovnis, comme The Mind récemment, ou ce genre de jeux qui ont une réelle originalité, mais j'entends, c'est-à-dire radicale, et qui du coup, forcément, ça met la lumière sur eux. Alors que beaucoup de jeux sont relativement conventionnels dans leur mécanique, amènent une petite originalité au sein de ce centre conventionnel, mais ça suffit pas à les démarquer par rapport aux autres jeux, quoi. Tu parlais de The Mind, je trouve ça intéressant parce que c'est un jeu avec une mécanique hyper basique, pour le coup. Est-ce que... et très simple, voilà. Et pour autant très efficace, est-ce que le fait qu'une mécanique soit simple ne favorise pas une certaine lassitude au niveau du jeu ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un jeu qui, même d'un point de vue commercial, va tenir dans le temps ?
C'est ça ma question en fait. Non, il n'y a pas de rapport entre la simplicité ou l'accessibilité de la mécanique et son potentiel commercial ou le fait que le jeu va pouvoir s'installer. Si tu regardes des jeux abstraits très très haut règle qui peuvent s'expliquer en 3 phrases, comme Quarto, les Dames, ou voilà, c'est des jeux qui s'expliquent en 3 phrases et qui pourtant ont une longévité. Alors ils ont une autre histoire, s'ils sont apparus à d'autres moments, mais il y a des jeux très très simples qui sont pour autant stratégiquement très profonds et qui peuvent produire une vraie rejouabilité, même avec 3 phrases de règles. Donc non, ça conditionne pas du tout le côté répétitif. Non, la simplicité, généralement, c'est un gage d'accessibilité. Et puis, si le jeu c'est aussi un gage d'efficacité. Et si le jeu est très efficace, généralement, les gens auront envie d'y revenir. Ils feront pas forcément que ça toute la soirée, mais ils vont y rejouer encore et encore d'autres jours après. Ils vont avoir plaisir à y rejouer d'autres fois. Alors, je reçois ici dans l'Onapolis des artistes de tout univers, et à mon avis, il y en a plein qui sont et pas étrangers, mais qui connaissent peu en fait le fonctionnement et le process de création d'un jeu de société. Est-ce que tu peux nous détailler rapidement un petit peu le process de création d'un jeu, comment tu viens d'une idée jusqu'à le fait qu'il soit édité? Est-ce que tu commences par l'aspect graphique, mécanique? Enfin voilà, je te laisse un petit peu détailler. Alors, rapidement, ça va être difficile, mais on va essayer quand même. Non, alors, donc, le process de création et d'édition dans le jeu de société est très similaire à celui du livre. C'est-à-dire que, et donc très différent du jeu vidéo, auquel pourtant le jeu de société est souvent comparé. Pourquoi ? Parce que dans le livre, c'est un écrivain ou une écrivaine qui écrit son manuscrit dans son coin tout seul, et qui ensuite va le proposer à des éditeurs, et si les éditeurs sont intéressés, on signe un contrat d'édition, et le livre est fabriqué et ensuite publié. Dans le jeu de société, c'est pareil, c'est-à-dire que les auteurs de jeux travaillent leur prototype seuls dans leur coin, le testent avec leur famille, leurs amis, d'autres auteurs, etc., tout type de public, et ensuite vont démarcher des éditeurs, et si un éditeur est séduit par le prototype, et ben pareil, il va décider on va signer un contrat d'édition, il va le faire fabriquer, il va être publié en boutique. Alors que, par exemple, dans le jeu vidéo, c'est très différent, où vu que ça demande beaucoup plus de ressources, généralement, c'est les grosses équipes qui sont souvent embauchées par un éditeur, et c'est souvent du travail de commande. Le game designer est souvent salarié de l'éditeur de jeux vidéo. Et donc les droits, la paternité du jeu appartient à l'éditeur, et non pas à l'auteur, puisque c'est un travail de commande et un travail collectif. C'est une œuvre complexe, une œuvre composite, en termes de propriété intellectuelle. Alors que là, clairement, un jeu de société, l'auteur, le prototype, c'est l'expression originale de son auteur, puisqu'il a fait des vrais choix de création tout au long de sa création. Voilà. Et ensuite, il est matérialisé, donc il répond à toutes les qualifications d'une œuvre de l'esprit, et c'est pour ça qu'on signe un contrat de cession de droit, etc. Voilà. Donc, l'auteur, donc, il bosse son prototype tout seul dans son coin, il va démarcher les éditeurs. Alors, admettons que, voilà, au bout d'un certain temps, il trouve un éditeur à qui ça plaît. Généralement, il démarche sur des salons, des festivals, quand il y avait encore des festivals. Là, en période de Covid, c'est pas le cas depuis un an, mais on va faire comme si la vie était normale, comme avant. Donc en festival, généralement, on peut prendre rendez-vous avec des éditeurs qui sont très ouverts. Hein. Ils donnent facilement des rendez-vous. S'ils ont pu constater que tu n'as pas réinventé le Monopoly, normalement, ils sont toujours prêts à t'écouter parce qu'ils savent qu'un bon jeu peut venir de n'importe où. Même d'auteurs qui n'ont pas forcément d'expérience, etc., etc. Ça, il y a aussi, on peut inscrire son prototype à des concours de création, comme je l'ai fait une ou deux fois, comme tu le disais, par exemple à Boulogne, mais il y en a plein d'autres, des concours de création. Ça aide à donner de la crédibilité à ton prototype, à ton jeu, puis un peu de reconnaissance aussi, etc. Voilà. Une fois qu'on a trouvé un éditeur, et ben après, il y a le processus éditorial qui s'engage. Donc, il y a peut-être ou pas, ça dépend des situations, un processus de développement avec l'éditeur, si lui il veut réorienter le prototype dans une direction plus conforme à sa ligne éditoriale, ou s'il y a certaines modifications qu'il va apporter au jeu. Parfois, le jeu leur plaît tel quel et il n'y a aucun développement à faire d'un côté ou de l'autre. Et puis, bien sûr, il va faire appel à un illustrateur ou une illustratrice, un graphiste, pour faire la mise en boîte, c'est-à-dire les illustrations du jeu, les icônes, la maquette de la règle, etc., etc. Et donc, il va faire fabriquer le jeu qui arrive en boutique. En moyenne, c'est à peu près, 2 ans, 2 ans et demi après que tu aies commencé de créer un jeu. Et donc, tu touches tes premiers droits d'auteur 6 mois après la sortie du jeu, quoi. D'accord. On commence à être payé sur la création, si tu veux, à peu près 2 ans et demi après avoir commencé de travailler dessus. Donc, c'est clairement pas du court terme.
Quand tu présentes ton jeu aux éditeurs, donc tu as dit qu'évidemment c'est un éditeur qui va faire des choix, qui va peut-être réorienter aussi les choix graphiques, etc. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas de venir avec un jeu, je veux dire, très avancé dans son processus de création, ou vaut-il mieux, comme tu le suggérais, laisser une marge de manœuvre à l'éditeur? Alors, dans son processus de création graphique, tu veux dire, ou mécanique? Même les deux en C'est fait. les deux. Non, je pense que moi, perso, en tant qu'auteur, je considère qu'il faut amener mécaniquement un jeu qui est le plus travaillé possible. Pour moi, le jeu, il doit être parfait, en tout cas selon moi. Voilà, pour moi, il n'a aucun défaut. Si je le présente, c'est que j'en suis fier, c'est que je sais qu'il n'y a pas de faiblesse, pas de faille, je l'ai over-testé, etc., etc. Graphiquement, par contre, il y a deux écoles. Bon, moi, il se trouve que je suis graphiste dans la vie à côté, donc je ne peux pas m'empêcher de faire des protos jolis qui sont un petit peu travaillés graphiquement. Mais je sais qu'il y a plein d'auteurs qui ne font pas ce travail-là, cet effort-là, parce que soit ils n'ont pas les compétences ou l'envie, etc. Et puis, il faut avouer aussi que pendant le design, pendant la création d'un jeu, c'est très pratique d'avoir un prototype qui ne soit pas très travaillé graphiquement, parce que dans ce cas-là, il est plus facile à modifier. Et aussi, on ne se laisse pas distraire par l'aspect graphique, et du coup, on se concentre seulement sur l'ergonomie, la lisibilité du jeu, et sur l'aspect mécanique. Donc ça, c'est des avantages. L'éditeur, du coup, il va avoir parfois plus de facilité à se projeter sur un proto moche, c'est-à-dire pas travaillé graphiquement, noir sur blanc, avec juste des icônes, pas d'illustration ou peu, etc. Machin. Et parce que là, il va pouvoir savoir mieux se projeter, qu'est-ce qu'il va pouvoir amener au jeu, dans quel univers il va le placer, etc. À l'inverse, sur certains jeux qui s'y prêtent, donc qui sont par exemple très thématiques, des jeux d'aventure, très immersifs, quoi que ce soit, bah là c'est bien quand l'auteur fait l'effort d'y inclure des illustrations de base, parce que c'est bien pour prendre les bonnes sensations au jeu, quoi. Voilà. Arriver avec un prototype abouti graphiquement, il faut pas nier que ça donne forcément une bonne impression aux éditeurs malgré tout. Je veux dire, c'est pour ça que les deux écoles sont valables. Il n'y a pas une bonne solution et l'autre mauvaise. Il y a des éditeurs qui préfèrent peut-être parfois voir des protos un peu vides pour pouvoir, eux, savoir ce qu'ils vont y amener. Et d'autres, voir un proto déjà travaillé, ça leur donne une bonne idée de ce que ça peut devenir une fois bien travaillé, et ça aide. Voilà, les deux cas sont possibles. Tu as dit que tu étais graphiste. Est-ce que tu as réalisé graphiquement tes jeux, tous tes jeux, ou tu as collaboré avec des graphistes? Non, j'ai travaillé sur certains de mes jeux. En fait, les éditeurs chez qui je signe mes jeux, généralement, je leur dis que je suis graphiste indépendant, que je travaille dans le jeu de société, etc. Machin. Et je leur dis s'il y a besoin. Voilà, quand c'est des grosses boîtes, généralement, ils ont quelqu'un en poste, donc s'il n'y a pas besoin. Quand c'est des éditeurs de poids moyen ou plus léger, parfois, oui, ça les arrange. Et dans ce cas-là, ils me disent oui, ok, je fais un devis à part, puis je bosse sur mon jeu. Ou parfois, ils font faire ça par quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, je bosse pas dessus, ce qui est pas grave. Voilà, donc j'ai bossé sur certains de mes jeux, mais pas tous, loin de là. Voilà, c'est plutôt une minorité, en fait, sur lequel j'ai travaillé. Je continue sur ton rapport avec les éditeurs. Est-ce que si ton jeu donc il convainc l'éditeur, comment ça se passe d'un point de vue rémunération? C'est-à-dire, est-ce que l'éditeur te fait une avance, ou est-ce que tu touches simplement tes droits d'auteur sur ton jeu? Et tu le disais, d'ailleurs, dans le cas où tu es aussi graphiste, donc tu sépares bien, on va dire, la facturation entre les deux. Ouais, bien sûr. Alors, pour la partie graphiste, évidemment, je la sépare parce que déjà, enfin, c'est pas le même type de revenu, même si c'est les droits d'auteur dans les deux cas, en tant que graphiste. Enfin, non, c'est pas les mêmes revenus. Donc, vraiment, c'est une séparation. Après, malgré tout, j'ai le même numéro de SIRET pour mon activité de graphiste que pour mon activité d'auteur de jeu. Et dans les deux cas, je suis artiste-auteur, et c'est les droits d'auteur que je déclare de la même manière à l'URSSAF artiste-auteur, anciennement à la Maison des artistes. Ou à la GSA. Je séparais les deux, du coup, quand il y avait encore une distinction. Bref. Non, donc je vais passer outre le côté graphiste. Pour le côté auteur de jeu, par contre, la rémunération, ça se passe une fois qu'on décide que l'éditeur décide de signer le jeu, il va nous proposer un contrat. Donc, il envoie un modèle de contrat, c'est à nous de le lire, à l'auteur de le lire. Alors, c'est parfois pas facile parce que c'est pas notre métier premier, on n'est pas juriste, donc on ne sait pas lire ce genre de choses. Alors, il se trouve qu'il y a une association qui s'appelle la Société des auteurs de jeux, qui est une espèce de syndicat professionnel, syndicat des auteurs de jeux de société. Bon, il se trouve que je fais partie du conseil d'administration et que je suis président de la SAGE depuis 2 ans. Voilà. Donc on a appris à lire les contrats, nous, on s'est formés, on a rencontré les avocats, et on a mis en commun nos contrats qu'on avait reçus de nos éditeurs pour se former, pour arriver à mieux les lire, comprendre les clauses qui peuvent être toxiques ou abusives, etc., et se former sur la propriété intellectuelle en général. Et donc on conseille les auteurs. Donc les auteurs maintenant peuvent trouver des conseils sur ce type de... Voilà, ils peuvent nous envoyer leur contrat et on leur fait un retour personnalisé
sur le contrat qui leur a été envoyé. Et là, il faut être vigilant. Effectivement, certains contrats proposent une avance, comme tu le dis, mais pas toujours. Il faut savoir que dans le jeu de société, les avances sont plutôt faibles. C'est de l'ordre de 1 000 € généralement en moyenne. Donc c'est cacahuète pour le temps de boulot que ça demande, et sachant que, parce que après le temps qui va passer une fois que tu vas toucher tes premiers droits d'auteur, c'est vraiment peanuts. C'est censé plutôt signifier l'engagement de l'éditeur par rapport à l'édition du jeu, sachant que si par exemple il t'a signé le jeu puis qu'au final il le fait patienter au frigo entre guillemets, qu'il en sort un ou deux autres avant, et puis finalement il veut plus le faire, blablabla, du coup toi il t'aura gardé ton jeu, il te l'aura signé pendant 2 ans, et toi tu n'auras pas démarché l'autre éditeur, il t'a fait perdre du temps, donc cette avance est là pour compenser ça. Enfin 1 000 € ça compense pas 2 ans d'attente par exemple. Donc les montants des avances dans le jeu de société sont vraiment ridicules. Bon, c'est comme ça après, c'est des montants qui se sont faits tacitement, c'est très dur à négocier parce qu'il n'y a pas de négociations collectives qui sont possibles. C'est une profession qui est justement encore très peu formalisée administrativement, dans tous les cas, chez les éditeurs comme chez les auteurs. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc l'avance, c'est pas systématique, mais généralement on peut la demander. Puis, donc il y a une négociation qui s'engage entre l'auteur et l'éditeur sur les différentes clauses du contrat. En ce qui concerne les droits d'auteur, dans le jeu de société, en large majorité, en 80-90% des contrats, les droits d'auteur sont calculés sur le chiffre d'affaires de l'éditeur, sur le jeu. D'accord ? Ce qui n'est pas très en phase avec la loi, parce que vu que le jeu de société est une œuvre de l'esprit, un objet culturel, on devrait être rémunéré, nos droits d'auteur devraient être calculés sur le prix public hors taxe. D'accord ? Le problème, c'est que là où le prix du livre est fixe, on peut le connaître et donc décider d'une rémunération par rapport à ce prix fixe. Dans le jeu de société, c'est pas le cas, donc c'est plus difficile, et donc les éditeurs se servent de cette excuse juridique entre guillemets pour nous rémunérer sur le chiffre d'affaires. Alors qu'il suffit d'indiquer un prix indicatif conseillé dans le contrat pour quand même asseoir la rémunération de l'auteur sur le prix public hors taxe. Et c'est ce que la SAGE d'ailleurs recommande. Parce que là il faut savoir qu'actuellement on est rémunéré entre 6 et 8% du chiffre d'affaires éditeur, ce qui correspond entre 2 et 3% du prix public hors taxe d'un jeu. À titre de point de comparaison, dans le roman, en moyenne, un auteur touche 8% du prix public hors taxe. Dans le livre jeunesse ou la BD, c'est plutôt entre 4 et 6%, je crois. Et encore, il faut partager entre les différents intervenants. Voilà. Mais nous, on est bien en dessous de tout ça. Et voilà, donc on est clairement payé cacahuètes. Après, c'est vrai qu'il faut remettre tout dans son contexte, parce que les volumes sont peut-être pas les mêmes non plus. Encore que c'est en train de changer. C'est vrai il se vend plus de jeux de société, je pense, que de livres, parce qu'il y a beaucoup plus de titres dans le livre ou la BD, etc., qui sortent à l'année. Mais on est en train de suivre cette progression-là, nous, dans le jeu de société, parce que le jeu de société moderne a un tel succès que là, il sort environ 1000-1500 jeux par an. Et donc, on est en situation de surproduction quand même, comparable à celle de la BD dans les années 90. Et donc voilà, c'est cette histoire on fait plus de volume, donc finalement le fait d'être payé moins en pourcentage, ça se compense, c'est de moins en moins vrai. C'est intéressant que tu évoques la question de la propriété intellectuelle. Ma question est la suivante. Est-ce que tu protèges tes jeux et comment tu fais pour le faire ? Et est-ce que tu as déjà eu des anecdotes de gens qui se sont fait d'auteurs ou d'auteurs de jeux qui se sont fait voler des projets ? Alors, ça, c'est le plus gros mythe, la plus grosse idée reçue par rapport aux jeux de société et la création de jeux de société. Je veux dire, tous les auteurs débutants ou amateurs commencent par poser cette question, et c'est bien que tu la poses. On a fait une foire aux questions sur le site de la Société des auteurs de jeux qui répond principalement à cette question. Et toute la première partie de notre document concernant les contrats d'édition et la propriété intellectuelle traite cette question. En fait, il n'y a pas de moyen efficace de protéger un jeu de société. En fait, pourquoi ? Parce que une règle de jeu, c'est considéré par la jurisprudence jusqu'à présent comme une accumulation de mécaniques qui sont du domaine de l'idée et qui donc doivent rester de libre parcours, utilisables par tous. Donc on ne peut pas protéger une règle de jeu. En revanche, un jeu de société, c'est pas seulement une règle, c'est une règle et le matériel de jeu qui va avec, les illustrations et tout le reste. Le thème, etc., l'univers. Donc cette globalité, matériel plus thème plus règles de jeu, ça forme quand même une œuvre de l'esprit qui, elle, est protégée de fait, en fait. C'est-à-dire que comme quand quelqu'un écrit un texte tout seul dans son garage, ce texte est protégé par le droit d'auteur, il n'a pas besoin de le déposer, ni un brevet ou quoi que ce soit, puisque les brevets, c'est du registre de la propriété intellectuelle industrielle, et nous,
vu que c'est une œuvre de l'esprit, on est propriété littéraire artistique. Donc tu crées un jeu chez toi dans ton garage, il est protégé de fait par le droit d'auteur. Voilà. Si tu veux protéger la règle de jeu, ce n'est pas possible. Enfin, voilà, ça ne servira à rien puisque jusqu'à présent, les jurisprudences et la loi vont plutôt en faveur du fait qu'on ne peut pas protéger les mécaniques de jeu. Ce qui est plutôt simple pour la création. Hein. Sinon, si Hasbro protégeait demain le fait de piocher une carte ou de lancer un dé, on serait bien embêté. Voilà. Tu comprends bien pourquoi. En revanche, c'est vrai que ne pas pouvoir protéger une accumulation complexe de mécaniques, comme par exemple, c'est normal qu'on ne puisse pas protéger une note de musique, parce qu'elle doit rester utilisable par tous. Par exemple, un assemblage complexe de notes qui font un morceau, ça peut être protégé. Et on peut lors d'un procès, on peut essayer de faire appel à des experts pour juger les différences ou les ressemblances, pour juger d'un éventuel plagiat. Voilà. Ça, dans le jeu de société, actuellement, c'est absolument pas possible. Donc, à mon avis, il y aurait quelque chose à faire là-dessus. Hein. Vraiment, il va falloir que la justice évolue, mais ça, c'est à coup de jurisprudence. Et il y a très peu de procès sur le sujet parce que, justement, la plupart des juristes prennent acte du fait qu'on ne peut pas protéger les règles. Et voilà. Donc, si tu me demandes, alors, qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout? Pour se rassurer, un auteur, il peut déposer une enveloppe solo. Maintenant, ça se fait même en ligne. Enveloppe solo, ça coûte 15 €. Tu mets dans une enveloppe un concept ou une règle ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est scellé. Et si un jour il y a procès, tu peux demander à faire ouvrir l'enveloppe solo, et du coup, ça a une valeur d'antériorité, ça prouve qu'à telle date, tu avais bien réalisé ce concept, etc. etc. Mais ça n'a qu'une valeur d'antériorité, ça ne protège rien, ça n'a aucune autre valeur juridique. Voilà. Donc c'est vraiment pour te rassurer. Non, sinon, la meilleure chose à faire pour protéger un jeu, c'est de le montrer, paradoxalement, le plus possible, dans les festivals, dans les concours, sur Internet, etc., pour affirmer publiquement la paternité de ton jeu. Et montrer que, voilà, si tu le fais pomper, toi, tu le montes sur ton blog et sur le reste, sur le monde entier, depuis 2012, et que, voilà, tout le monde sait que c'était ton jeu, et que si quelqu'un le copie, on verra bien. Après, alors, est-ce qu'il y a eu des cas de gens qui se sont fait piquer leur jeu? Avec 1500 jeux qui sortent chaque année, ce type d'affaires se compte sur les doigts d'une main. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment une idée reçue. En fait, les auteurs, déjà, se piquent pas les idées entre eux, parce qu'ils veulent pas qu'on leur pique leurs propres idées. Donc il y a une éthique naturelle, si tu veux, qui vient du métier, qui font que, comme je disais tout à l'heure, toi tu vas rechercher l'originalité, tu veux pas qu'on te pique tes idées, donc tu vas pas aller pomper celles des autres. C'est du bon sens. Tu vois ce que je veux dire? On essaye d'être... Ensuite, c'est un milieu assez vertueux dans ses pratiques, et qui, vu que la justice est pas forcément, facilite pas les choses, il s'efforce de régler ça à l'amiable tant que le milieu reste assez petit. Donc les éditeurs, quand ils voient qu'il y a ce genre de soucis, de jeux qui sont cousins, où ça se passe mal, où il y aurait eu des soupçons d'eux, etc., ils en parlent entre eux, on voit ce qu'on peut faire, etc. Il y a eu quelques frictions, je ne vais pas revenir sur les différentes affaires, mais voilà. Il y a eu des cas, mais vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main, et ça s'est toujours réglé à l'amiable, quoi. Tu vois, ou alors pas réglé, parce que c'était aussi le cas des escrocs qui s'en sont bien tirés, parce que justement, la règle est fragile, et que les auteurs ne peuvent pas protéger un jeu de société efficacement, quoi. Alors, tu dis que c'est une idée reçue. Est-ce que, du coup, comme c'est une idée reçue, est-ce qu'il y a des potentiels auteurs qui sont, comment dire, un petit peu réticents à vouloir faire jouer leur proto, à présenter leur jeu, parce qu'ils ont peur qu'on leur vole une idée? Oui, mais comme je te dis, c'est souvent les amateurs ou les débutants. Après, ils comprennent vite que c'est pas la peine. Donc il y a tout intérêt, au contraire, à le faire jouer par le plus grand nombre de personnes. Surtout depuis que, dans le jeu de société moderne, là, depuis une dizaine d'années, il y a les collectifs d'auteurs qui ont vu le jour en France. Il y a des collectifs d'auteurs de jeux de société dans la plupart des grandes villes de France. Hein. Il y en a une vingtaine qui sont répertoriés sur le site de la Sage. Et donc là, le but, c'est vraiment de venir avec tes prototypes, de les faire tester à d'autres auteurs, et que tu vois, toi-même, tu testes les prototypes des autres auteurs, on se fait des retours mutuellement, on s'aide, on se donne des conseils gratuitement, on se donne des idées sans se faire signer des papiers. Enfin, voilà. Oui, il y en a qui le sont, mais dans ces cas-là, soit ils vont pas très loin parce qu'ils vont le montrer à personne. Et puis, je veux dire, ils vont bien voir que s'ils essaient de faire signer des clauses de confidentialité à tous les gens à qui ils font jouer leur jeu, mais les gens vont leur rironner, ils vont comprendre que c'est pas dans les usages, en fait. Donc je pense qu'ils évoluent très vite, ces gens-là. Voilà. Ou sinon, ils rencontrent jamais personne et du coup, le jeu ne voit jamais le jour. Voilà, c'est le paradoxe de la parano, quoi. C'est vrai que c'est une différence par rapport à peut-être d'autres milieux où il y a de la création, de la créativité, de la propriété intellectuelle. Et je l'ai vu rapidement sur le groupe de la LIF, LEF, qui, je me souviens plus que signifie cet acronyme, la Ligue... La Ligue extraordinaire des auteurs franciliens.
Francilien, voilà. Et on voit qu'il y a quand même une vraie bienveillance où voilà, il y a vraiment des échanges de bons procédés et des conseils vraiment avisés, pertinents sur les prototypes et puis des propositions de jeux où chacun s'échange c'est son regard sur les jeux et j'ai trouvé ça hyper bienveillant. D'un point de vue communication, comment tu communiques sur ton jeu? Quelle est la meilleure stratégie pour communiquer dessus? Comment tu communiques auprès, par exemple, des publics qui sont non joueurs, c'est-à-dire qui sont pas forcément, ou alors qui sont très éloignés de ton univers de départ? Est-ce que toi, d'ailleurs, en tant qu'auteur, est-ce que tu te soucies de ça ou est-ce que tu délègues ce travail de communication complètement à l'éditeur? Alors en fait, c'est pas que je le délègue à l'éditeur, c'est qu'à la base, c'est son job. Donc de prime abord, les auteurs n'ont pas à effectuer la communication sur leur jeu. Voilà, ça relève vraiment des attributions de l'éditeur. En fait, les auteurs, généralement, aident à la communiquer autour de leur jeu, relaient des posts sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, le présentent en festival gentiment, animent des tables, etc. Parce ils le font naturellement, parce qu'ils aiment porter leur création, c'est normal. Mais à la base, c'est vraiment le domaine de l'éditeur de faire la communication autour du jeu, de l'éditeur et du distributeur, bien sûr. Donc c'est à eux de faire communication et publicité sur le jeu, c'est absolument pas à l'auteur de le faire. Je serais bien en peine de te dire comment je fais pour le communiquer à des publics larges, etc. Parce qu'en fait, je m'en fous. Je considère que c'est vraiment pas mon boulot. Comme vendre le jeu, c'est le boulot des ludicaires, des boutiques de jeux. Faire de la communication autour du jeu, c'est le boulot, chacun son travail. Moi, le mien, c'est de créer des jeux. C'est pas de les éditer, c'est pas de communiquer dessus, c'est vraiment d'en créer. Voilà. Donc chacun son travail. Et je pense que si j'essaie. Après, il y a des auteurs qui ont le feeling, la fibre pour se faire ça. Et puis quand ils sont relativement connus, ça aide aussi et ils jouent là-dessus. Et tant mieux pour eux, je veux dire. C'est comme des auteurs connus dans n'importe quel autre média, le livre ou quoi que ce soit. Je veux dire, le fait qu'ils communiquent sur leur création, évidemment que ça aide à l'avant. Voilà. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas connu et voilà, donc je m'en fous. Et puis j'ai pas envie de faire mon camelot et l'homme sandwich non plus tous les jours sur les réseaux sociaux ou partout. Encore une fois, c'est pas mon métier, donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me passionne, c'est de créer des jeux, pas de les vendre. Donc voilà, c'est une question qui m'intéresse vraiment pas. À ce sujet, est-ce que il y a des jeux, enfin des auteurs plutôt, qui qui sortent des jeux sans éditeur? Dans le sens où vraiment, je veux dire, qui les sortent et qui ont vraiment réussi à en vendre plus que 25, quoi. Bah, c'est tous ceux qui font de l'auto-édition. Ouais. En fait, c'est aussi très très souvent un nouvel auteur ou une nouvelle autrice quand il arrive dans le jeu de société. Souvent, ça va te faire avec le côté un petit peu inventeur, entrepreneur. J'ai le produit du siècle. Je veux ambiance concours l'épine, quoi. Et donc, non, un des premiers trucs auxquels on pense généralement, c'est de s'auto-éditer par financement participatif parce que c'est trop bien, ça demande pas d'argent, ce qui est complètement faux. Enfin voilà. Donc non, l'auto-édition, bien sûr que ça arrive. Moi, le 80-90% des projets d'auto-édition portés par leurs auteurs que j'ai vus se sont plantés comme des bouses. Parce que, encore une fois, c'est pas leur métier. Alors, il y a deux choses. Premièrement, faire de l'édition, c'est un métier dans le sens où il faut démarcher des fabricants, gérer la logistique pour le transport des boîtes, faire la communication sur les réseaux sociaux, etc. Gérer le community management également, la compta, embaucher un graphiste peut-être, en freelance ou pas, gérer la direction artistique, les relations avec l'illustrateur. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de casquettes à avoir, en plus d'être auteur. D'accord, c'est un métier à temps plein, être éditeur, hein, c'est certain. Et ça, les auteurs ne se rendent pas compte quand ils veulent s'auto-éditer que ça représente tant de travail. Le financement participatif, c'est aussi un Eldorado qui est un peu miroir aux alouettes parce qu'ils disent non mais c'est génial, t'as pas besoin de mettre de l'argent, tu montes ton truc puis les gens te filent de l'argent puis comme ça t'as pas besoin d'avoir de capitaux. Ce qui est faux parce qu'en fait il faut déjà faire commander des premières illustrations à l'illustrateur pour vendre quelque chose qui ait de la gueule, pour que ça vende du rêve et que tu attires les souscriptions. Il faut payer de la pub, des communications, des bannières sur les réseaux sociaux, sur les sites spécialisés, etc., pour faire venir des gens vers ton projet, etc., etc. Il faut payer les déplacements pour porter ton projet sur les festivals, quand il y en avait encore une fois, etc., etc. Donc, non, tout ça, ça demande quand même beaucoup d'investissement. Et puis, ça dépend aussi du type de jeu. Je veux dire, certaines boîtes qui font du gros jeu de figurines remplis de plastique, des gros jeux à scénario qui demandent du développement de scénario, beaucoup de temps de test, etc., parlaient d'investissement de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros sur des jeux avant de faire le financement participatif. Donc, c'est pas anodin, quoi.
C'est pas anodin du tout. Donc voilà, bien sûr qu'il y en a, et certains éditeurs qui sont maintenant des éditeurs installés ont commencé par s'auto-éditer. On pourrait penser à Régis Bonnecé, le Libelluc par exemple, qui a commencé par auto-éditer, bon, peu importe. Mais il y en a certains qui sont auto-édités et qui sont devenus des grands succès. Mais c'est pas le cas de la plupart. Vraiment, surtout à notre époque où le nombre d'auteurs et le nombre de jeux a explosé. Je pense que l'auto-édition était vachement plus possible financièrement et commercialement il y a peut-être une quinzaine d'années. Ou alors, il faut vraiment faire quelque chose de novateur, quoi, je dirais. Après, moi, je suis vraiment mauvais prophète là, sur ce côté veille du marché, parce que c'est quelque chose qui ne me passionne pas. Alors, le marché, je le côtoie depuis longtemps, donc j'aurais peut-être un avis là-dessus, mais c'est pas forcément le plus pertinent. Parce que voilà, je suis pas forcément celui qui a la meilleure analyse du marché, en fait. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a une espèce de forme d'Eldorado par rapport au lien entre le jeu de société et le crowdfunding. Je me demande clairement que le jeu Exploding Kitten n'y est pas pour rien, puisque ça a été le projet le plus financé de l'histoire de Kickstarter devant tous les projets confondus, et qu'il a ouvert une espèce de boîte de Pandore qui en fait est vraiment qui a vraiment été un scénario exceptionnel, puisqu'il y avait évidemment la communauté derrière qui suivait et qui est responsable du succès et de l'effet boule de neige du succès de ce jeu. Tu as évoqué le sujet des salons de jeu. Je pense notamment à un des plus connus en France qui est l'As d'Or. Qu'est-ce qui détermine, selon toi, la sélection auprès du jury pour les récompenses de prix? Qu'est-ce qui est valorisé en priorité dans les jurys de ce genre de concours? Alors ça, j'en sais foutre rien. Mais vraiment, j'en ai aucune putain d'idée. Je te jure, je serais bien en peine de te le dire. Je suis pas dans la tête des jurys et généralement, ils ne justifient pas leur choix, ou très peu, et c'est normal, parce que sinon, ils entreraient dans une discussion avec des tas de mécontents qui n'ont pas le même avis, et ce serait très délicat. Ce serait très pénible à faire pour eux. Donc non, je pense que je pourrais te sortir des banalités, genre des jeux accessibles ou qui ont connu un succès, blablabla. Mais franchement, j'en sais rien, parce que souvent, il y a des surprises. Moi, ils ont parfois remis l'As d'Or à des jeux que j'ai pas compris leur choix, et puis voilà, parce que j'avais pas le même avis qu'eux. D'autres fois, j'étais tout à fait d'accord. Donc non, alors là. Et puis d'autant que les jurys tournent aussi pas mal chaque année maintenant. Enfin, en tout cas, ces dernières années, ça a tourné pas mal. Donc je pense que ça change un petit peu. Est-ce qu'il y a une vraie répercussion sur le succès d'un jeu à gagner un prix? Ah oui, ça dépend du prix. Mais le Spiel, par exemple, quand tu es nominé au Spiel, tu as les fabricants qui t'appellent et qui te disent: bonjour monsieur, vous êtes nominé au Spiel, si vous l'avez, c'est 250-300 000 ventes minimum. Donc on peut vous faire des tarifs pour ce genre de quantité préférentielle. Voilà. Ils viennent te chercher, quoi, voilà, parce que tu es nominé au Spiel. L'As d'Or, je serais bien en peine de te donner un impact réel sur les ventes. Ça, je ne saurais pas te dire. J'ai pas de vue là-dessus. Je pense que c'est beaucoup moins que le Spiel, hein, c'est évident, mais je pense que ça a quand même un bon impact. Mais est-ce que c'est pas comme le Spiel, quelques dizaines de milliers, peut-être moins, ça dépend des jeux, j'en sais rien. C'est très difficile à juger, en fait. Je saurais pas te dire. Mais c'est fort, c'est pas anodin, en tout cas, c'est sûr. Voilà, c'est certain. D'accord. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est obligatoire est-ce que ça détermine le succès d'un jeu ou pas forcément? Absolument pas. Ok. Absolument pas. Et la plupart des jeux qui sont d'énormes succès ont eu ni l'As d'Or ni le Spiel. Et ça reste des très bons jeux qui ont eu un énorme succès. Donc non, pas du tout. J'ai bien compris que c'était pas forcément ton sujet de prédilection, mais je vais continuer un petit peu sur la communication, mais plus particulièrement sur l'impact des réseaux sociaux sur le jeu et sur le succès d'un jeu. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des communautés qui se forment sur les réseaux? Est-ce que le fait qu'un jeu soit testé par des youtubeurs ou quoi ou qu'est-ce a un impact? Est-ce qu'il y a une stratégie à mettre en place là-dessus? Est-ce que par exemple, il y a un intérêt à ce qu'un éditeur diffuse son jeu auprès d'influenceurs, si je puis dire, dans le sujet du jeu? Mais bien sûr. Ça, c'est un truc qu'on découvre
depuis peu. Hein. Ça fait à peine 2-3 ans que les éditeurs commencent à le comprendre et cherchent des influenceurs, des youtubeurs. Voilà. Alors, il y a les influenceurs spé qui font déjà des sujets sur le jeu de société, qui ont des chaînes spécialisées sur le jeu de société. Et évidemment que les éditeurs ont très vite compris qu'il fallait leur transmettre les jeux pour avoir un avis sur leur blog, leur site, leur chaîne, ce que c'est. Certains le font, d'autres pas. Enfin voilà. Bon, voilà. Mais je pense que y a eu les histoires de youtubeurs qui sont pas spé du jeu de société, comme pour cette atrocité qui est Blanc Manger Coco, qui a fait tout le succès de Blanc Manger Coco, c'est le fait qu'il ait été testé par un youtubeur. Voilà, une espèce de petit Bobby là qui a testé ça, qui a rigolé avec ses potes et puis qui a trouvé ça génial, et depuis il s'en vend des palettes toutes les semaines partout en France. Numéro 1 des ventes dans toutes les boutiques. C'est une imposture totale puisque c'est un plagiat éhonté, et tu le sais probablement parce que je vois que tu fais oui de la... Ouais, parce que chaque fois que j'ai le plaisir de discuter avec des intervenants du monde du jeu, c'est unanime, quoi. Tout le monde déteste ce jeu, quoi. C'est ça, c'est un peu comme dans les manifs, tout le monde déteste. Voilà, tu vois, c'est pareil. Non, mais en fait, c'est triste parce que je regardais un reportage là, ils sont passés dans Capital, les deux gars qui ont fait ce truc-là. Ils ont même pas l'air méchants, c'est juste qu'ils ont une vision du monde qui est tellement décalée de celle du milieu du jeu de société, qui est portée par des passionnés, des créatifs, qui ont à cœur vraiment les qualités du jeu de société moderne pour ce qu'il est, c'est-à-dire une vraie innovation mécanique, proposer des jeux pour tous les publics, des jeux immersifs, des jeux de réflexion, des jeux qui laissent le choix aux joueurs, etc. Donc, faire du jeu de société un vrai objet culturel, sous toutes ses formes. Eux, ils sont pas du tout dans cet esprit-là. C'est vraiment deux entrepreneurs sortis d'école de commerce, de la pire engeance, et qui veulent juste se faire du fric. Et donc pour eux, c'est tout à fait normal. C'est d'un cynisme incroyable de dire mais non, les règles de jeu, ça n'appartient à personne, c'est à tout le monde. Non, ça veut dire que moi, mon métier d'auteur, il crache dessus. Donc non, je suis pas d'accord. Je peux pas être d'accord avec ça, c'est évident. Leur vision du jeu de société, elle est aux antipodes de la mienne et d'une grande partie de gens. Du milieu du jeu de société moderne, c'est évident. On va revenir sur sur les chiffres, sur le prix d'un jeu. Est-ce que tu peux estimer, alors je sais que c'est très difficile parce que entre un jeu de cartes et un jeu avec énormément de matériel, ça peut varier du tout au tout. Est-ce que tu peux donner une fourchette du coût de fabrication d'un jeu et quelle est la marge en fait entre la différence entre le prix, le coût de fabrication et le prix TTC, quoi. Alors, c'est vraiment avec un éditeur qu'il faudrait avoir cette discussion, mais je vais quand même te donner moi mes chiffres que j'ai, mais je pense qu'un éditeur serait plus pertinent que moi pour t'en parler. À un moment, il y avait un chiffre qui traînait quand on parlait de ces sujets-là, c'était que pour qu'un jeu soit rentable, il fallait diviser le prix public TTC ou hors taxe, je ne sais plus, par 6 pour obtenir un coût de fabrication qui permette une rentabilité correcte. D'accord ? Sachant que pour un jeu de société, déjà, tu enlèves la TVA, ok ? Mais donc 50% du prix TTC, il est pris par la boutique. Okay, mais il y a les 20% de la TVA qui sont dans ces 50%. La boutique de jeu, qui a ses salariés, son bail, etc. Machin. Voilà, c'est pris par la boutique. Elle les achète donc 50% du prix TTC au distributeur. Le distributeur, lui, il les a achetés. Donc, sur ce qui reste là, donc le distributeur prend 30%. Ok. 30% donc les 50% du prix TTC. Et enfin, ce qui reste, c'est pour l'éditeur. Et donc, après, l'éditeur, lui, il paye sa fabrication, l'auteur, donc 6 à 8% de son chiffre d'affaires. Voilà, c'est des cacahuètes. Et puis, il paye la fab, il paye les transports, il paye tous les frais, enfin le reste, quoi, c'est ça. Après, pour la marge, là, c'est délicat de donner un ordre d'idée générale, parce que ça dépend vraiment du type de jeu, comme tu le dis. Certains jeux coûtent vraiment moins cher à produire que l'autre. Un jeu avec que des cartes va coûter beaucoup moins cher que des éléments plastiques ou quoi que ce soit. Ça dépend où il est produit. Ça dépend vraiment plein de choses. Ça dépend. Par exemple, en financement participatif, si tu choisis un modèle complètement désintermédié, si ton jeu ne va pas être en boutique au final, tu peux te permettre d'avoir des coûts de production qui sont supérieurs. Et du coup, parce que tu marges à plein, quoi. Donc ta marge va être bien plus forte. Par contre, je parlais avant, le modèle, c'était le modèle classique, c'est-à-dire éditeur, distributeur, boutique et client final. Et le modèle change la donne en termes de marge, bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'éditeurs font d'abord un financement participatif
mais anticipe déjà une rentabilité du fait que le jeu va être après en boutique malgré tout, et qu'il faut qu'il reste dans des prix corrects et donc des coûts de fabrication corrects. Voilà. Mais bon, donc le coût de fabrication qui serait le meilleur, ce serait à peu près un 1/6 du prix final. Je voudrais parler de notre position en tant que créateur de jeux français à l'international. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de créateurs en France. Est-ce que c'est la même chose à l'international? Quelle place ont les jeux français à l'international? J'ai peu de visibilité là-dessus, mais j'ai l'impression qu'on a quand même des grands designers en France. On a des grands auteurs de jeux. Les Bruno Fubitier, Bruno Catala, Antoine Boza, etc., etc. D'autres. On a quand même des grands noms en France. Mais pas plus peut-être qu'en Allemagne ou aux États-Unis, par exemple, qui sont historiquement les deux grosses patries du jeu de société moderne. Et puis pareil dans les pays d'Asie, Japon, Corée, où il y a d'excellents auteurs de jeux également. Mais tout ça, c'est des pays ou des zones géographiques où le jeu de société moderne lui-même s'est développé comme un produit culturel. Ouais, je veux dire, ça vient avant tout de là. Après, est-ce qu'il y a une spécificité en France? Est-ce qu'on a plus de bons auteurs en France? Alors là, je serais incapable de dire. Est-ce que le jeu français s'exporte bien? J'ai aucune visibilité là-dessus. C'est très difficile à dire. Vraiment, hein, j'ai pas de chiffres. Alors ça, s'il y a vraiment un truc, c'est que s'il est très difficile d'obtenir des chiffres là-dessus dans le jeu de société. C'est un milieu qui reste très opaque. Okay. Ah ouais, vraiment, beaucoup. À la limite, par certains organismes, tu peux obtenir des chiffres de vente du jeu de société dans les grandes surfaces alimentaires, les grandes surfaces spécialisées. Par contre, pour tout ce qui est les boutiques spécialisées, actuellement, il n'y a pas de centralisation des chiffres sur les ventes, de sorties de caisse. Donc on ne peut pas avoir de chiffre de vente là-dessus. Il y a des estimations par-ci, par-là. Bon, c'est toujours très délicat. Non. Les éditeurs eux-mêmes ne donnent pas leurs chiffres. Certains sont plus ou moins transparents. De temps en temps, célèbrent 3 millions, 100 000 ou je ne sais pas combien de quantités. Mais la plupart sont assez opaques. Ouais. Donc non, c'est extrêmement difficile. Et donc, je serais bien en peine de te dire si on s'exporte bien ou pas. J'ai l'impression que oui, il y a plein de jeux français qui sont bons, qui sont des relatifs succès, donc qui s'exportent bien, mais presque tout autant que nous, on importe de jeux étrangers qui sont très bons aussi, en fait. Il n'y a pas vraiment de rapport marqué là-dessus. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai du tout, quoi. Est-ce que tu as eu une surprise lors de la création de ton jeu, c'est-à-dire d'un de tes jeux? Est-ce que tu as eu un jeu en particulier qui a explosé alors que tu t'y attendais pas? J'imagine que l'inverse est déjà arrivé, c'est-à-dire que tu as l'impression que ça va exploser et puis ça marche pas. Mais est-ce que l'inverse est arrivé? Oui, l'inverse est arrivé beaucoup plus souvent, c'est évident. J'ai fait des ventes moyennes, médiocres avec la plupart de mes jeux. Je veux dire, moi, je disais que j'étais pas un auteur connu. C'est-à-dire que généralement, on écoule le premier tirage et on est bien content, mais c'est rien de plus. Le jeu peine à s'installer ou à s'exporter à l'international, et du coup, voilà, ça s'arrête là. C'est normal, hein, c'est le jeu. Enfin, c'est comme ça, c'est le cas de la plupart des jeux. Voilà. Faut s'y attendre quand tu lances dans ce métier-là. Est-ce que j'ai eu de bonnes surprises commerciales? Oui, la plus récente, c'est Sherlock Express. Je ne penserais pas qu'il se vendrait aussi bien. Le jeu a ses qualités, c'est sûr, mais il est quand même relativement conventionnel, mais c'est peut-être aussi ce qui a fait son succès. Non, je ne pensais pas qu'il se vendrait aussi bien, et le fait qu'il s'en soit vendu en plus de 50 000 en une année, c'est vachement bien. Donc là, c'était une très agréable surprise. Je suis encore très surpris qu'après sa sortie en 2014, je crois, donc ça commence à faire, Sushi Dice continue de se vendre tous les ans. Pas forcément par palette, mais voilà, il y a les zones géographiques qui continuent de le vendre, les mêmes, Italie, certains pays d'Asie, le Canada, Québec, qui continuent de le référencer, qui en vendent. Donc le jeu s'est installé sur ces zones-là, beaucoup plus que chez nous ou sur d'autres. Enfin, c'est assez rigolo. Sinon, non, j'ai pas eu d'extrême bonne surprise, de succès inopiné, de success story ou de choses comme ça. Non, ça ne m'est pas arrivé. Voilà. Si tu avais un seul conseil à donner à un créateur de jeu qui se lancerait, ce serait quoi? Wow, alors ça, c'est super dur comme question. Moi, je lui demanderais de se poser la question de pourquoi il fait ça. C'est peut-être la question que j'ai commencé par me poser 10 ans après avoir commencé de faire des jeux. À la base, j'ai commencé de faire des jeux juste sans vraiment savoir pourquoi, c'est-à-dire juste parce que ça me faisait triper, ce qui en soit une bonne raison.
Voilà, mais parce que j'avais des tas de trucs dans la tête, je pense que j'étais un gars créatif, je dessine par ailleurs, j'écris un peu aussi. Et le jeu est un média comme un autre, et du coup, moi je suis très joueur depuis longtemps, donc je me suis mis à faire le jeu parce que ça me faisait triper. Et après, j'ai eu l'ambition d'en vivre, etc. Mais je me suis jamais posé la question pourquoi j'étais auteur de jeux de société. Déjà, il m'a fallu un certain temps avant d'accepter la légitimité de que je me dise que je suis moi-même auteur, artiste-auteur. Pendant très longtemps, je me suis considéré comme une espèce de charlatan. Alors qu'en fait, non, on manipule un média qui est une œuvre de l'esprit, un objet culturel. Nous sommes artistes-auteurs, il faut le comprendre. Après, cette légitimité, elle vient après le premier ou le deuxième. Après le premier jeu publié, on a plus de facilité à l'accepter. Tant qu'on n'est pas publié, on ne se la donne pas à soi-même, cette légitimité. C'est normal, c'est logique. Mais oui, donc je considère de se demander pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on veut dire avec ces jeux, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces jeux, qu'est-ce qu'on veut que ces jeux fassent. Si c'est juste divertir, puisque le jeu il est actuellement utilisé que pour le divertissement, en soi, bah, ça a du sens. Hein. Je veux dire, les jeux, c'est majoritairement utilisé pour le divertissement depuis 7000 ans qu'ils existent. Donc voilà, c'est pas surprenant. Après, je pense que le jeu a un potentiel beaucoup plus fort que ça. En tant qu'œuvre de l'esprit, je pense qu'il peut être vecteur de sens. Et je pense que justement, il est sous-exploité de ce point de vue-là. Et je pense que les jeux de société véhiculent du sens malgré eux. Et c'est marrant, j'en discutais, j'étais chez le médecin l'autre jour, et on parlait du Monopoly. On va pas refaire l'histoire du Monopoly ici, mais en gros, là-bas, c'est un jeu anticapitaliste qui a été développé par une femme convaincue au début du XXe siècle, etc. Et il est devenu après, après récupération, un des symboles phares du capitalisme. Il s'en est vendu plus de 250 millions, et donc il sert de parfaite illustration du capitalisme depuis ce temps. Et donc il a évidemment contribué à faire en sorte que les enfants qui y ont joué, les centaines de millions d'enfants qui y ont joué, pensent que le monde c'est comme ça. Parce que dans le Monopoly, la vie c'est comme ça. C'est pas anodin. Et le médecin me disait, donc je lui disais ça, et il me disait, ah non, mais nous ça va parce qu'on y joue pour rigoler. Je lui disais, mais justement, c'est ça le truc. On a un rapport critique quand on lit un texte, que ce soit un reportage, un livre, ou quand on regarde un film, ou voilà. On a de base un regard critique naturel par rapport à ces supports-là, parce qu'on a un esprit d'analyse qui est éduqué à les observer, à les évaluer avec un œil critique. On nous apprend dès l'école à observer une image ou un texte avec un œil un peu critique. Le jeu n'étant que du divertissement, mais on ouvre complètement les vannes. Il est sanctuarisé comme étant une espèce de virtualité protégée sans conséquence. Et tant mieux, hein, mais je veux dire, en même temps, ça veut dire que tout sens, tout message qui peut être véhiculé, même inconsciemment par un jeu, on le reçoit à plein. On le prend complètement. Parce que c'est qu'un jeu. Et donc, justement, tout message qui peut être véhiculé par un jeu, bah, il a 10 fois plus de puissance parce qu'on a baissé toutes les barrières. Voilà. Donc, s'il y avait bien un conseil que je donnerais à un auteur de jeu, c'est d'être conscient de ça et de se percevoir que s'il pense à faire des jeux anodins avec des lapins et des vikings, bah, en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, voilà, rien que le fait de faire des jeux qui sont du simple divertissement avec des lapins et des vikings, ça peut avoir un autre sens, et rien que le fait de créer plus de divertissement dans une société du divertissement, où le divertissement est pas tant utilisé comme un baume pour l'âme que comme un aveuglement face à une réalité dans laquelle on devrait peut-être un peu plus se réveiller, et ben c'est pas anodin du tout. Les lapins des vikings, c'est plus des vecteurs de libération, mais plutôt des vecteurs d'endormissement des masses, quoi, l'opium du peuple. De fuite. Comme les films Marvel, comme le foot, comme le reste, en fait. Voilà, c'est pas mieux. Voilà. Et donc, il faut le savoir quand on fait des jeux, qu'aussi on participe de ça. Voilà. Très intéressant. Est-ce que tu aurais un ouvrage à conseiller? Alors, ça peut être un livre, hein, ça peut être un jeu d'ailleurs. En général, les invités proposent un livre qui t'aurait inspiré dans le cadre de ta création. Ouais, on peut dire ça, les livres dont vous êtes le héros, si tu veux, parce que là, je vois pas d'autres livres qui m'auraient vraiment... Non, parce que j'ai un rapport à tous les autres supports qui est vraiment, je prends partout. Il y en a aucun qui... Si, il y a certains livres ou certains films qui m'ont mis des claques et qui m'ont peut-être fait me remettre en question par ailleurs en tant qu'être humain, mais pas spécifiquement par rapport à la création de jeux de société, si tu veux. Vraiment, c'est plutôt une évolution lente où il n'y a pas eu de prise de conscience, jalon comme ça, par un jeu, par un livre ou quoi que ce soit. Donc c'est assez délicat, quoi. Voilà. D'accord. Donc je peux pas te donner ce jeu-là.
Pour rebondir par rapport à ce que tu as dit juste avant, est-ce que toi, par exemple, tu as un jeu qui t'a vraiment bouleversé, je veux dire, au-delà du divertissement, j'entends. Alors bouleversé peut-être pas, mais un qui m'a fait prendre conscience qu'on pouvait faire autre chose avec le jeu, c'est le jeu des poilus de Juan Rodriguez, et j'ai oublié le nom du deuxième auteur qui m'en excuse. Illustré par Tinus. Et du coup, ce jeu-là, je me rappelle y avoir joué, je me suis dit merde, ils ont réussi à faire un jeu coop anxiogène qui te fait ressentir vraiment les phobies, les angoisses des poilus dans les tranchées à travers des illustrations qui sont pourtant pas figuratives, pas photoréalistes. Et on est tous ensemble dans le jeu, et le jeu est dur, et t'en chies parce que tu perds, et c'est moche. Et je veux dire, arriver à faire un jeu comme ça, qui pourtant paye pas de mine, parce qu'il est très joli, mais je veux dire qu'il se présente pas comme quelque chose de dramatique. J'ai trouvé ça assez fort. Après, plus récemment, même si ça n'a pas été une révélation, parce que je commence à voir le bonhomme et ce qu'il veut faire, on pourrait parler de Cosmopolite, qui est quand même un jalon, parce que rien que par son processus de réalisation, le fait d'avoir été développé avec des chercheurs linguistes du CNRS, si je dis pas de conneries, ou en tout cas d'une Université de Paris-Lyon, belle branche universitaire bien costaud sur le sujet. Ça a été de plus de 2 ans de processus de développement avec eux. C'est à la limite du jeu documentaire. Enfin, c'est énorme comme travail. Ça montre bien que justement, ils ont eu une intention à la base qui était très différente de celle de faire des jeux avec des vikings et des lapins. Je veux pas dire que tous les jeux devraient être forcément des serious games. Je dis juste qu'actuellement, c'est complètement l'inverse, c'est qu'on a peu de serious games. Alors, on a du serious game dans le marketing et le commerce, mais je les compte pas parce que pour moi, c'est du dévoiement de notre média. Se servir de ça pour faire acheter des trucs aux gens, je trouve ça juste affreux. Après, c'est le cas, c'est comme ça. Non, je parle de ceux qui le font pour d'autres raisons, qui essayent de faire du jeu de société un vrai objet culturel. Cosmopolite en est un excellent exemple. Voilà. Pour terminer, est-ce que tu aurais une citation en tête ? Ouais, j'en ai une qui me fait marrer. C'est donne un jeu à un homme et il s'amusera toute la journée. Apprends à un homme à créer des jeux et il ne s'amusera plus jamais. Ok, entendu. Écoute, merci Henri pour ton passage dans l'émission. Je t'en prie. Vous retrouverez la liste des jeux d'Henri sur Trick Track et sur son site internet hod-factory.net, hod-factory.net. N'hésitez pas à faire un tour sur le site lonapolis.com pour retrouver tous les autres épisodes ainsi que les recommandations des artistes. Vous avez pu entendre pendant cet épisode le groupe Prey qui a sorti récemment son dernier EP Émérite, disponible en streaming sur toutes les plateformes. Afin que ce podcast profite un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcast et pour les utilisateurs Apple à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode.